avec l'armement nucléaire et une sur l'indépendance énergétique de la France, sur tout ce qui concerne l'électronucléaire civil et les énergies alternatives. Et on a une troisième mission inscrite dans nos statuts depuis 2016, qui est l'indépendance industrielle de la France. Et donc c'est pour ça que vous voyez dans les grands chiffres du CEA qu'on a beaucoup de partenariats industriels, plus de 700 actifs. On dépose également beaucoup de brevets, 700 brevets par an, c'est pour ça qu'on a ces places dans les classements. Et on génère également des startups, donc on est à plus de 200 startups générées. Donc au total, c'est 20 000 employés sur 5 milliards d'euros de budget. Et on s'est progressivement répartis sur tout le territoire national en adressant les grandes transitions de la société, qui sont la transition numérique, la transition énergétique et la transition médicale, avec quelques plateformes transverses. Donc historiquement, les laboratoires les plus connus du CEA que vous avez peut-être rencontrés dans vos activités sont le LITI et le LITEN à Grenoble, qui adressent la microélectronique et les énergies nouvelles, et le LIST à Saclay, qui travaille plutôt sur toutes les technologies à logiciels prépondérants et la robotique. Sur Metz, donc c'est là que moi je viens, on a installé une plateforme sur la transition numérique qui s'appelle MAP pour mécatronique, pour l'amélioration des produits et des procédés. Donc je vais juste vous faire un slide sur cette plateforme. Donc on fait levier sur toutes ce qu'on appelle les kits, les Key Enabling Technologies qui sont arrivés avec les appareils mobiles, où on dispose aujourd'hui à l'échelle industrielle, avec un bon niveau de maturité, d'un ensemble de détecteurs en fait miniaturisés. On a également des outils de télécommunication qui sont intéressants avec ces objets-là, des actionneurs et de l'exploitation de la donnée. Et on n'oublie pas bien entendu l'autonomie de tout ça pour faire fonctionner ça sur des batteries. Alors, l'environnement de l'appareil mobile, quel qu'il soit, finalement, n'est pas l'environnement industriel, parce que dans l'environnement industriel, on va trouver tous les stimuli de dégradation de l'électronique, que sont la température, les vibrations, les chocs, l'humidité, la poussière. Donc ça nécessite quand même des briques de hardware, de packaging électronique pour faire vivre et survivre pendant 5, 10, 15, 20 ans dans l'environnement opérationnel ces composants. Et puis l'exploitation de la donnée n'est pas le même dans l'environnement industriel. Il faut qu'on interface avec l'IT de la société. Et donc on a une brique middleware de data science en fait, qui permet de valoriser cette donnée dans l'environnement industriel. Et donc tout ça, ça fait de l'IoT industriel. Donc IoT pour Internet des objets. Voilà. Et donc, si on s'inscrit maintenant dans la thématique du salon qui est l'industrie du futur 4.0, si on regarde l'ensemble des thématiques qui sont adressées dans cet environnement, MAP se positionne sur la collecte des données et puis, en termes de rupture technologique, s'appuie sur une autre brique de l'usine du futur qui vient du numérique, qui est la fabrication additive, pour pouvoir collecter cette donnée de la manière la plus intelligente et la plus efficace possible. Voilà, et donc pour marier la fabrication additive et l'électronique, il a fallu baptiser tout ça dans un gros domaine qui est en train de construire son identité, qui est l'électronique structurelle. Et donc je vais vous parler déjà de cette brique technologique. Alors toujours pour rebondir sur la thématique du salon, il y a un nouveau paradigme industriel qui est en train de s'installer. C'est finalement lié comment dirais-je, aux crises qu'on est en train de vivre, à la fois liées au Covid, qui a quand même malmené la supply chain, les crises qu'on est en train de voir sur l'approvisionnement des composants. Tout ça, ce ne sont finalement que des soubresauts. Et quand on regarde une chaîne, notamment cette supply chain, c'est toujours pareil, la qualité d'une chaîne, c'est la qualité du plus faible maillon. Et le plus faible maillon, je pense que vous l'avez déjà tous identifié, c'est le transport et la logistique. Alors ça, c'est notamment accentué par le passage du peak oil. Donc certes, il y a la configuration géopolitique du moment qui rend l'énergie chère, mais il va falloir définitivement vivre avec un monde où l'énergie n'est plus gratuite. Alors on a pu petit à petit décaler ce peak oil finalement en découvrant les sables bitumineux et puis en travaillant sur la fracturation hydraulique. C'est pour ça que vous voyez ce léger shift. Mais n'empêche que là maintenant on est au bord du précipice et puis on va voir cette difficulté d'extraction des énergies en quelque sorte qui vont impacter la supply chain et rendre tout ça finalement de moins en moins profitable en termes de ROI. Et donc on avance vers un nouveau modèle qui est le modèle du MAS, du Manufacturing as a Service, qui s'appuie sur ce qu'on appelle de la demand chain, où l'idée c'est pas de produire un volume de produits très très loin sur la planète, mais uniquement de produire ce dont on a besoin proche des lieux d'utilisation des end-users, et on est plutôt sur une production distribuée. Et finalement, c'est toujours pareil, ces grandes crises, elles s'appuient sur des découvertes technologiques, et la fabrication additive permet d'être efficace dans ce modèle de manufacturing as a service. C'est l'objet de la présentation.
Alors, vu que je viens un peu du monde de la microélectronique, je vais m'appuyer en quelque sorte sur l'industrie de l'électronique pour vous expliquer ça. Donc, l'avantage électronique, c'est que ça touche tous les domaines. Je pense que vous avez tous des produits électroniques dans vos activités, sauf que jusque-là, c'est forcément une industrie à fort coût de main-d'œuvre, donc du coup, ça a été largement délocalisé dans des endroits où on pouvait se permettre la fabrication soustractive, parce que la fabrication électronique est loin d'être vertueuse. On utilise des matières sous tension comme le cuivre qu'on gaspille allègrement, parce qu'en soustractif, on garde très très peu de cuivre sur nos dispositifs in fine, et puis on utilise de la chimie, des résines de photolithogravure, etc. Donc jusque-là, on ne se préoccupait pas trop de la génération de déchets. Donc partant de cela, il n'est pas étonnant de voir dans les derniers forecasts de l'IDTechEx que plus de 85% de la production électronique se fait dans la zone Asie-Pacifique. Vous rajoutez 5% aux États-Unis, il vous reste quelques fifrelins dans quelques pays toujours asiatiques. Il ne reste plus que 1% en Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. Mais en gros, on ne possède plus cette brique stratégique qui est la production de PCB. L'autre problème qui est géopolitique, c'est que dans cette zone Asie-Pacifique, il y a du transport. Donc du coup, quand vous faites du prototypage et que vous démarrez votre launching produit, vous cognez le transport, vous cognez également des coûts qui sont liés au fait que vous ne faites pas levier sur le volume produit à ce moment-là, et vous envoyez vos nouveaux designs dans des endroits où les règles de pays ne sont pas forcément respectées. Et donc, quand on regarde une récente étude, finalement, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des itérations de plus en plus fréquentes, des contraintes de manufacturabilité qui sont également très importantes, qui aggravent finalement cet effet géopolitique problématique. Donc, il y a eu une rupture récemment, c'est l'avènement d'une imprimante 3D de PCB. Et du coup, là, on fait levier sur tous les avantages de la fabrication additive. Donc, cette machine israélienne est née autour de 2016. Et finalement, vous partez d'une conception ICAD sur une console de CAO. Et derrière, vous faites click to print. Et ça vous fabrique le PCB en empilant les couches diélectriques qui sont photopolymérisables et les couches conductrices qui sont des encres chargées aux nanoparticules d'argent. Et ça vous fait un circuit qui est réalisé dans l'heure, dans votre bureau d'études, quasiment à l'arrière du bureau. Et donc, du coup, vous bénéficiez de tous les attraits de la fabrication additive. Je vais reprendre ce machin-là. Voilà, qui sont le coût, le délai. Vous avez également une meilleure tenue de vos designs. Vous avez une meilleure sustainability, je cherche le mot en français, durabilité, on en parlait tout à l'heure. Et puis, vous accédez aussi à des géométries complexes que vous ne pouvez pas adresser avec les technologies soustractives, donc vous gagnez également en termes de performance. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'investir là-dessus sur le CEATEC de Metz. Et donc, on a la société Tecalis qui nous a rejoint dans cette activité-là, en créant un laboratoire commun vraiment sur cette technologie-là pour pouvoir la porter à maturité et derrière pouvoir la distribuer sur l'ensemble du territoire, parce qu'un des objectifs, c'est après d'aller planter des points de production dans chaque grande région française. Donc, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas de vous rapprocher de Franck Yelson, qui est devant et qui est près du stand CEA, juste à côté. Voilà. Et donc, en termes de liberté design, donc au-delà des gains en termes de chimie, si vous prenez par exemple le petit support de pile-bouton à gauche, pour en produire un, il faudrait déjà mettre en forme le cordon, se payer un moule pour pouvoir faire le surmoulage. Donc ça a un coût en termes d'itération. Et là, vous pouvez en produire un bon millier en quelques heures et faire vos itérations de design. Derrière, vous faites des bobines RF, des antennes RF, des sockets d'interconnexion pour des BGA, des convertisseurs DC-DC. Il n'y a plus que votre imagination qui apporte une limite à ce genre d'équipement. Voilà. Sauf que moi, ce que je lui reproche encore à cette bécane-là, c'est que ça ne produit qu'un PCB. Finalement, on fait la même chose. Et le PCB, son problème, c'est que ce sont des substrats rigides planaires qu'il est compliqué d'interconnecter. On passe toujours par cette brique flex qui est très fragile dans les systèmes, mais ça a un impact non négligeable sur le design mécanique de l'objet, in fine. Et donc, c'est comme ça qu'en se rapprochant du seul exemple, finalement, qui marche bien, le drone indoor, l'idéal serait que le PCB réalise le corps mécanique de l'objet en lui-même. Parce qu'un PCB, ça n'est qu'un support pour des composants actifs et l'interconnexion de ces composants-là. Donc si on peut se servir de l'objet lui-même pour apporter les composants et les interconnexions, du coup, on peut éliminer cette case PCB. Et donc l'électronique structurelle, c'est ça. On profite de la fabrication additive. Donc là, vous avez une machine en fusion de fils pour y ramener ce qu'on appelle du paste extrusion modeling, où on va extruder une pâte conductrice pour interconnecter des composants qui sont intégrés à la fois en volume et en surface dans l'objet.
Donc voilà pour l'introduction sur ce qu'est l'électronique structurelle. Maintenant, on va avancer un peu sur les champs d'application. Donc pour vous montrer que c'est quand même une technologie qui est déjà mature, hein, ce n'est pas qu'un objet de laboratoire. Donc vous avez 3 filières dans l'électronique structurelle. La première, elle est issue de la plastronique, donc la capacité à imprimer des pistes sur des substrats flexibles plastiques. Donc on imprime les interconnexions, on reporte les composants et après on va venir thermoformer cette feuille pour obtenir l'objet in fine. Donc cette technologie-là, on la maîtrise au CEA, on travaille sur des substrats flexibles de type polyimide, polyéthylène de différentes natures. Et lorsqu'on va sur du thermoformage, on utilise du polycarbonate et de l'ABS. Donc on est sur des matériaux classiquement utilisés dans la plupart des applications sur les produits plastiques. Derrière, en termes de technologie, les encres conductrices sont à base d'époxy et d'argent, majoritairement. Donc ça fonctionne par percolation, hein, c'est ce que vous avez là en bas à gauche. C'est-à-dire que vous avez une pâte qui permet de mettre en contact une certaine densité de charge. Et lorsque vous allez sur quelque chose d'étirable et de déformable, l'idée c'est toujours de garder un bon niveau de percolation. On a certes toujours une augmentation de la résistance électrique de la piste, mais n'empêche que c'est gérable. En termes de process industriel, quand on va partir sur des grands volumes, on va faire de la sérigraphie, qui est une technologie qui est quand même largement documentée et connue dans l'industrie. Lorsque vous voulez faire du prototypage, vous allez plutôt faire du jetting. Et lorsque vous voulez faire quelque chose de très précis avec des contraintes dimensionnelles fortes, vous allez faire du jet d'encre, ce qu'on appelle de l'inkjet. Donc, c'est des technologies qui sont industrielles. Hein. Ces équipements-là se vendent sur catalogue. Il y a des chaînes de production qui sont déjà validées. Et puis quand vous regardez les courbes de l'IDTechEx, là on est sur 2022-2023, donc le point d'inflexion de production est en train de se prendre et c'est tiré par toutes les interfaces homme-machine du milieu automobile et des produits blancs. Je pense que vous avez tous des produits blancs chez vous qui ont ces interfaces qui se confondent en fait avec la plasturgie du produit. Voilà, deuxième famille, c'est l'électronique sur 3D, donc la pièce existe et on va rapporter a posteriori l'électronique et les interconnexions. Donc vous avez les Américains d'Optomec qui, eux, ne se sont pas embêtés. Ils ont pris une machine 5 axes, ils ont remplacé le support outil par une buse d'aérosol jet et ça leur permet comme ça de venir instrumenter des sphères. Alors dans les contraintes de la machine, toujours, hein, parce qu'il faut se positionner sous la buse, mais ça permet déjà de faire des fonctions électroniques intéressantes. Le leader sur marché, ça reste LPKF, ce sont des Allemands qui ont mis au point ce qu'on appelle du Laser Direct Structuring, qui consiste en fait à partir d'une pièce injectée, ça ne marche pas trop avec ce machin-là, une pièce injectée classiquement pour obtenir la forme 3D, sauf que les matières qui sont mises en œuvre sont chargées de particules métalliques, et un laser, en fait, va venir dégager la matrice polymère pour libérer les charges, et en passant dans un bain électrochimique, on va faire croître la piste pour obtenir le circuit final. Donc là encore, c'est largement tiré par la filière automobile, où tous les interfaces homme-machine que vous avez dans les volants en fait, sont réalisées de cette manière-là, ce qui évite d'avoir des pièces métalliques, des pièces plastiques, des interconnexions filaires qui ont tendance à se dégrader dans le temps, et vous partez sur la droite sur des objets complètement monolithiques, et qui permettent d'avoir une densité d'intégration de fonctions électroniques dans le volant de plus en plus importante. Voilà, troisième filière qu'on porte, nous, au CEA, parce que c'est plutôt une filière d'avenir, celle-ci, c'est le Fully 3D. Donc c'est pour ça que là, j'ai sorti un article de publication scientifique, juste pour vous décrire un peu le principe, c'est-à-dire qu'on est bel et bien sur cette fabrication par strate, hein, qui est typique de la fabrication additive, qui permet de créer des cavités déjà pour ramener des fonctions mécaniques ou de refroidissement, qui vont nous permettre du coup de refroidir le composant packagé juste au-dessus, qui est intégré dans le volume du dispositif. Donc on peut intégrer des composants packagés comme dit puce nue, hein, c'est la puce numéro 7, et après on peut se rapprocher de la filière en 3D pour aller également rapporter des composants en surface qui sont interconnectés à ces composants en volume. Alors, ça n'est pas qu'un rat de laboratoire, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit sur les machines de fabrication additive de plus en plus de fils conducteurs. Donc là, vous avez encore une fois un fil américain, hein, ce qui prouve leur avance chargé au graphène, qui permet d'avoir des résistivités, des conductivités électriques qui sont très proches du cuivre et qui permettent de faire déjà des fonctions électroniques à l'intérieur même de la machine FDM. Sauf que payer un fil qui fait 100 fois le prix du PLA pour avoir des fonctions aussi basiques que de l'interconnexion sur une laine, ça ne fait pas sens. Mais mine de rien, ça existe et ça montre un peu la philosophie. Ceux qui ont vraiment de l'avance sont Voxelate et Enscript, donc ils ont présenté ça déjà au CES de Las Vegas en 2016. L'idée, c'est que dans la même machine, on ait la fonction fusion de fil qui interprète l'ACAO que vous avez en haut à droite là, au niveau du drone. En même temps, vous dessinez vos pistes.
et vous reportez le composant sur la machine. Alors, il me semble que c'est une petite vidéo, du coup je vais vous la lancer. Donc voilà l'idée. Donc vous voyez que les traces sont très très fines. Et elles permettent même, si vous regardez la photo là au milieu à gauche, d'interconnecter de la puce nue. Donc là, on est sur des pitchs d'interconnexion de moins de 100 microns. Et vous voyez que toute l'électronique a été intégrée, packagée en volume à l'intérieur du dispositif. Donc dans cet équipement, vous avez de la fusion de fils pour faire le corps de l'objet, de l'extrusion de pattes conductrices pour faire l'interconnexion, le pick and place qui rapporte le composant électronique, et vous avez même un peu de micro-usinage s'il faut aller percer tout ça pour pouvoir se fixer à une base. Voilà, je pense qu'elle va arriver au bout. Alors, pourquoi on fait tout ça ? Déjà, le gros intérêt de la fabrication additive, c'est l'optimisation topologique des pièces. Vous accédez à des formes et à des dispositifs qui sont inaccessibles. Et quand vous regardez un capteur, classiquement, c'est un capteur de déformation, donc une jauge d'extensométrie, qui est rapporté sur un corps d'épreuve. Donc si vous prenez le capteur de pression, là à gauche, c'est une membrane qui va se déformer sous la pression, et c'est ce qui va nous permettre de remonter à la valeur de pression. Donc quand vous prenez les techniques de l'ingénieur sur les capteurs, vous verrez que tous les capteurs physiques que vous utilisez, finalement, sont réalisés de cette manière-là. Sauf que là, on est sur des technologies soustractives pour réaliser le corps d'épreuve. Imaginez faire levier sur l'optimisation topologique de la fab additive pour faire des corps d'épreuve beaucoup plus intelligents, ou pour faire en sorte que l'objet soit lui-même le corps d'épreuve. On s'ouvre là tout un pan d'innovation qui est très intéressant à investir. Alors, je vais vous parler du coup d'une start-up qui est en train de se monter au CEA, où l'idée c'est pour les capteurs de flux de chaleur, de révolutionner ces capteurs qu'on appelle à effet Beck, où on renverse l'algorithme de Beck pour remonter au flux de chaleur. Donc vous voyez qu'on travaille sur une paroi qui fait 6 mm, qui permet quand même d'intégrer 3 capteurs de température qui vont nous permettre de remonter au flux de chaleur par conduction, ainsi que le coefficient d'échange H, qui est très intéressant dans les échangeurs thermiques. Donc il nous faut quand même 6 mm de paroi, donc c'est très impactant dans le dispositif, enfin, dans l'échangeur. Donc soit on adapte l'échangeur, soit il va falloir le modifier, créer des perçages qui vont le fragiliser. L'intérêt de la fabrication additive et du report de couches, c'est de pouvoir travailler sur des composants planaires. Donc là, si je zoome un peu sur le composant, c'est un empilement de couches isolantes et conductrices qui vont nous permettre de réaliser les 3 capteurs sur une épaisseur qui fait moins d'1 millimètre et qui va nous permettre également de fonctionnaliser des épaisseurs fines et donc du coup, derrière cette philosophie-là, de pouvoir instrumenter de manière très très dense les échangeurs classiques. En plus, cette technologie-là, comme on fait de l'intégration Beck, en fait, ça permet d'avoir une valeur très très précise de la température par rapport au son de K, au PT100, où on travaille plutôt de l'ordre du degré. Et ça permet également d'éviter la thermographie infrarouge, qui est toujours très dépendante de l'environnement, en termes d'émissivité des matériaux qui dépendent de la température, et en termes de radiance de l'environnement. Voilà. Maintenant, si on part sur d'autres échangeurs qui ont des formes plutôt hémisphériques, eh ben, l'intérêt de ce genre de technologie additive, c'est que ça nous permet d'être complètement conforme à la surface et de l'intégrer à l'objet. Voilà, donc si vous voulez des informations, voir ce capteur qui est sur notre stand et discuter avec Florian Picard qui est dans le fond, vous n'hésitez pas de vous rapprocher de lui, c'est le porteur du projet. Voilà, alors là on a vu sur les échangeurs, un objet assez courant dans l'industrie, c'est la jauge. Vous voyez que cette capacité à aller dans la 3e dimension, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, coller une jauge, ça se fait bien sur du plan, même si ça reste un travail d'artiste. Donc volontairement, j'ai mis des dessins à gauche. Mais quand on va sur des pièces cylindriques, il y a un peu moins de volontaire. Quand on est sur des pièces hémisphériques et qu'on rentre dans des densités de câblage importantes, vous avez de moins en moins de gens qui se lancent dans ce genre d'instrumentation. Il faut vraiment en tirer une grosse valeur ajoutée. Donc on voit que si on avait la possibilité d'imprimer des pistes électriques sur la surface plutôt que d'avoir à câbler et d'intégrer des substrats, enfin des composants conformes à la surface, ben du coup on a tout à gagner par rapport à des composants plastroniques qui vont se déformer, se plier et mal se coupler à l'objet. Voilà, je vous laisse prendre la photo avant de passer au suivant. Voilà, donc je reviens sur cette petite bécane sur laquelle moi personnellement j'ai quand même flashé. On a cette capacité à venir imprimer sur tout type de substrat, y compris des substrats flexibles, sans partir sur du prototypage et de la fabrication en volume pour intéresser les fabricants. Donc du coup, vous pouvez faire ça chez vous, avec ce genre d'équipement. Et puis, donc au-delà de... Donc là, vous avez toutes les fonctions, vous avez pu voir. Mais au-delà du substrat flexible, on est capable aujourd'hui d'aller imprimer sur des pièces hémisphériques, des puces. Et donc là, vous voyez, enfin des pistes, pardon, et vous voyez qu'on est même sur un substrat transparent.
Donc par rapport au positionnement, par rapport à la surface et toutes les technologies optiques, on est sur des technologies qui sont quand même bien maîtrisées. Alors, bien maîtrisées, décidément, mais mine de rien, il reste quand même quelque chose d'important qui est la maîtrise d'œuvre du client, de ses équipements, quelque part, c'est la correction d'anamorphose. C'est-à-dire qu'on a toujours des outils CAO en électronique qui nous permettent juste de faire des fonctions électroniques dans le plan. Et une fois qu'on va projeter ça sur une géométrie 3D, on va avoir une déformation du motif qui va nous introduire des variations de performance électrique. Une résistance est ρL sur S, donc dès qu'on va voir varier la longueur et la section de la piste, on va avoir des variations de performance électrique. Et donc au CE1, on a mis en place toute la chaîne logicielle qui permet de faire de l'optimisation topologique sur des critères de performance électrique des dispositifs projetés. Alors après, comment on vient fitter une surface? Vous avez deux choix. Soit vous partez sur des bras multiaxiales cobotiques qui permettent d'accommoder toute la sphère, soit vous partez sur des machines cartésiennes, mais il faut qu'elles soient ouvertes et il faut que vous accédez au gerbeur, donc aux commandes des moteurs. Mais en tout cas, dans les deux cas, quel que soit l'équipement que vous avez en production, il y a cette capacité d'introduire dans le flot de la production une capacité à déposer des pistes sur des substrats hémisphériques. Voilà. Alors, c'est une réalité industrielle. Donc, nos collègues de l'Université de Grenoble, qui sont proches de nos collègues du Leti, ont travaillé dans le cadre d'une chaire avec Schneider Electric, justement pour investir tous ces procédés-là. Alors, pourquoi? Au-delà du challenge technique, alors là, c'est pareil, je pense que c'est une petite vidéo. Le challenge technique est déjà d'accommoder la troisième dimension. Vous voyez qu'au moment où le robot se retourne là, pendant ce temps, la pâte, elle coule. Mais mine de rien, ces difficultés-là sont résolues techniquement parlant, parce que vous voyez qu'ici, l'idée, c'était d'économiser toute la partie supérieure dans le carré rouge, là, enfin, dans le rectangle rouge, d'un PCB pour pouvoir intégrer le PCB dans un environnement extrêmement contraint en volume. Et donc l'idée, c'était de savoir si on pouvait se servir du package et du boîtier pour intégrer l'antenne directement dessus. Et vous voyez que les performances des antennes sont identiques à la fois sur FR4 et sur polycarbonate. Donc encore une fois, on a aussi des technologies proches de l'industrialisation. Là, vous avez un exemple de radome. Donc au-delà des capacités d'intégration sur le package pour le fonctionnaliser, on a également des gains en termes de sélectivité, en termes de directivité. Donc du coup, il y a un vrai intérêt à fonctionnaliser le package. Là, c'est pareil sur l'intégration d'étiquettes intelligentes, type RFID, sur des produits automobiles. La capacité également à suivre l'interconnexion d'éléments tubulaires, c'est ce que vous voyez à droite. Donc vous avez à la fois des fonctions produits, mais également des fonctions de qualité produit dans le cycle de fabrication. Enfin, une dernière technologie qu'on utilise au CEA, c'est ce qu'on appelle la projection cold spray, qui nous permet d'amener du cuivre, donc de la piste, par projection ultrasonique. Donc on est à des vitesses supérieures à 600 mètres secondes de cuivre. Donc là, on ne passe pas au-dessus du point de fusion du cuivre, donc du coup, il n'est pas préoxydé. On est très très proche d'un cuivre laminé, et donc là, on a une démonstration qui est cartésienne, mais on peut très bien l'imaginer en cylindrique ou en sphérique, c'est ce que vous voyez à gauche. Et vous voyez qu'avec ce genre de technologie et l'optimisation topologique de l'apport de l'électronique, on a un impact sur le design. Donc là, vous avez un capteur de courant. Ces capteurs de courant sont faits pour devenir les jauges de courant des futurs aéronefs électriques. Donc du coup, il faut qu'ils soient légers, compact. Et donc, en haut de la photo, vous avez un capteur de courant classique type air shunt, et vous voyez la diminution de taille et de volume liée à une géométrie cylindrique spécifique, avec même des petites formes en accordéon pour optimiser tout ça. Donc, on a une liberté de design qui se voit sur l'intégration, sur le packaging, mais également sur la performance du dispositif. Donc, on y gagne vraiment à tous les niveaux. Voilà, alors pour faire le lien avec ce qu'on a ramené sur le salon, je vous présente là un autre outil industriel qui profite de la fabrication additive qu'on a faite avec le CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges. Donc là, on est sur une stratification de type LOM, donc on est en phase solide. Donc dans une plaque, on va venir découper, fraiser des éléments qui vont être empilés pour reconstruire en fait l'objet 3D. Et donc ça nous donne naturellement des espaces à investir dans l'interstrate et dans le volume pour intégrer l'électronique. C'est toujours la même philosophie. Donc là, on a fait levier à la fois sur l'intelligence mécanique de la FABAD pour intégrer du busage conforme à l'intérieur du moule de thermoformage. Donc vous avez un réseau d'aspiration en vert, un réseau de refroidissement en bleu,
qui a une géométrie qu'on ne pourrait pas avoir par fraisage. Donc on suit bien la forme de l'objet pour effectuer le refroidissement. Et dans l'interstrate, vous voyez qu'on a intégré des composants plastroniques, donc ce sont des capteurs de pression et de température, qui vont nous permettre de piloter le procédé de thermoformage. Voilà, donc ça c'est une approche qui a été brevetée, qui a été... donc là vous voyez un moule déprocessé. Donc entre deux interstrates, vous avez les capteurs de pression qui sont les petits ronds et les petits barreaux sont les capteurs de température. Donc vous avez, je vais passer sur le film parce que ça va prendre un peu trop de temps. Donc c'est quelque chose qu'on a qualifié sur une presse industrielle Illig. Alors on a pris volontairement une presse hors d'âge, donc qui n'est pas connectée, qui n'a pas de couche numérique dessus. Et on voit qu'avec une simple carte électronique là, que vous avez vue précédemment, et puis cette plastronique au niveau du moule, ben, on rend connectable, intelligent, un outil qui est hors d'âge. Voilà. Alors les gains, on a fait évaluer tout ça par la filière plasturgie. Donc on avait pas mal de plasturgistes, dont un grand qui était Danone, qui nous a évalué tout ça en termes de retour sur investissement. Donc d'un côté, on a un meilleur contrôle qualité du process. De l'autre côté, on gagne en performance avec des profondeurs d'emboutis, des coins de valise avec des rayons beaucoup plus petits. Mais surtout, ce qui fait bouger un industriel, c'est le gain sur le coût. Parce qu'en faisant ça, on optimise le refroidissement de la feuille de polymère et du coup, on peut travailler avec des épaisseurs de plastique beaucoup plus fines pour passer les coins où on a tendance à déchirer la feuille. Et donc, gagner 1/10 sur la feuille au départ, c'est 1,5 million gagnés par an par presse. Il y a plus de 70 presses Danone en France, donc ça fait presque 100 millions d'euros de gagner chaque année sur les coûts de production. Et en plus, derrière, vous générez beaucoup moins de plastique dans la nature, donc vous êtes beaucoup plus durable et vous avez une consommation énergétique du process qui va également chuter. Donc on gagne vraiment sur tous les tableaux, contrôle qualité, perfo, valeur ajoutée, prix, durabilité, consommation énergétique. Et il y en a d'autres. Voilà. Alors là, on est sur un procédé de thermoformage, donc c'est plutôt sympa, c'est en dessous de 100 degrés, donc on peut utiliser la plastronique. L'objectif pour nous, c'est d'aller sur des procédés de fonderie ou des procédés d'injection qui fonctionnent à plus haute température. Et là, on ne peut plus utiliser de composants sur substrat plastique. L'idée, c'est de venir directement imprimer l'électronique sur l'interstrate métallique, du coup avec des pâtes anisotropiquement conductrices. Donc pour cela, on a travaillé avec un ancien fabricant de peinture qui a eu le bon goût d'introduire pour ces peintures des particules métalliques à l'intérieur du polyuréthane, de la peinture. Et donc du coup, on s'est dit, bah tiens, là, on se retrouve de nouveau avec potentiellement un film qui va fonctionner en percolation par addition de charge. Et le bon goût de l'oxyde de cuivre, c'est qu'il est isolant électrique. Et donc du coup, on peut processer des composants métalliques qui sont conducteurs électriquement parce qu'on va pouvoir l'isoler du substrat. Sauf qu'il faut créer la fonctionnalité en surface et ça, on le fait par laser, où en fait le faisceau laser va venir provoquer la réduction de l'oxyde de cuivre pour faire un cuir conducteur. C'est ce que vous voyez sur la surface brillante. Donc vous voyez qu'en surface de peinture, tout à droite, on a réalisé des jauges de 120 ohms. Donc prenez votre pièce, vous mettez un coup de peinture, peu importe l'épaisseur, peu importe la qualité du dépôt, un coup de laser dessus et vous fonctionnalisez votre pièce. Donc ça, c'est quelque chose à la fois de conforme et pratique pour ramener du numérique là où il n'y en a pas sur les objets. Donc le polyuréthane tient jusqu'à 250 degrés. Donc là, on a déjà fait une première marche. Et on travaille également sur des matériaux inorganiques qui nous permettent d'avoir des jauges comme ça qui sont réalisées sur des substrats métalliques. Donc vous voyez que le comportement de la jauge en bas à droite correspond bien à la charge qu'on a mis en flexion 4 points. Et ces matériaux-là tiennent jusqu'à 600 et 900 degrés, ce qui va nous permettre d'instrumenter des pièces qui jusque-là n'étaient pas instrumentables dans des fours, près des turbines, etc., etc. Et toujours de manière conforme et toujours de manière additive. Voilà, du coup, je vais arriver à la conclusion pour vous laisser partir déjeuner, parce que je pense que ça doit commencer un peu à creuser. Donc, l'électronique structurelle ne nous affranchit pas d'avoir une culture électronique quand même dans la société, parce qu'il faut concevoir et adapter la conception à des géométries. Donc, ça reste un travail d'expert, mais n'empêche que les technologies aujourd'hui sont matures et intégrables quelque part au-delà des circuits classiques de fabrication électronique. Donc c'est une technologie qui peut être cooptée par n'importe quel type de société. Et vous voyez qu'en termes de projection de l'IDTEX au niveau du forecast, vous avez la technologie en rouge qui est la technologie LDS en fait, de LPKF qui elle est mature, maintenant elle est partie, elle est stable. Vous avez l'InMold électronique en bleu qui est en train de décoller. Et puis vous avez au-dessus la petite partie verte qui est la partie Fully 3D qu'on vise et qu'on est en train d'installer dans la région parce qu'on pense qu'il y a une vraie filière industrielle à monter ici compte tenu des expertises qu'on a en matériaux et en fabrication additive en Grand Est.
Voilà, je suis allé très très vite, mais je vais revenir du coup au premier slide. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'usine 4.0, on parle même du 5.0 maintenant quand on prend en compte la contrainte énergétique. Mais il ne faut pas oublier que le peak oil finalement nous demande de faire levier sur les technologies numériques pour passer à ce que j'appellerais moi plutôt l'usine du futur 4.1 qui nous permet de changer de modèle de production dans le cadre d'une production distribuée. Et c'est encore une fois la transition numérique qui nous permet de le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions. N'hésitez pas.